merci d'être là, merci de nous accorder votre pause de midi. Je m'appelle Zaninha et je suis en appui au développement au Climate Action Accelerator. Et aujourd'hui, on est là pour vous partager les grandes lignes sur la feuille de route d'Alima et aussi vous partager les enseignements clés, les principes qui ont guidé cette démarche. Et juste avant de commencer, pour vous dire que on est en train d'enregistrer cette session, du coup, elle va être disponible après, ainsi que la feuille de route, tout sera partagé. Et merci de rester jusqu'au bout parce qu'il y aura aussi un moment dédié à la fin pour un échange, pour vos questions, pour répondre à vos questions. Je pense que c'est tout. Je vais donner la parole à Bruno et Henri qui vont présenter Alima et aussi le Climate Action Accelerator et on va pouvoir démarrer. Merci. Oui, donc bonjour à tout le monde. Je me présente Bruno Yokoum, je suis directeur du Climate Action Accelerator. Donc quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas cette initiative. Donc c'est une initiative à but non lucratif qui est toute récente, qui a 1 an, basée à Genève et qui, comme son nom l'indique, vise à accélérer la mobilisation des organisations pour le passage à l'action directe, notamment en matière de réduction de l'empreinte carbone, mais pas uniquement. Et aujourd'hui, on a à peu près 14 organisations qui sont à bord de l'initiative. On a commencé par le domaine de l'aide, mais on lance actuellement aussi la communauté dans le domaine de la santé, et on visera aussi à mettre à bord certaines institutions de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc on a 3 piliers principalement. Donc un premier pilier, finalement, c'est aider les organisations à prendre les bons engagements qui permettent de stabiliser la situation climatique et de passer, on va dire, de la parole aux actes. Donc c'est travailler avec eux sur leur feuille de route, les actions, les défis d'implémentation et réunir l'expertise pour ça. On a un deuxième pilier qui est finalement de comment contribuer à un effet domino, à la fois dans le secteur de l'aide et dans la société, en mettant d'autres acteurs à bord. Et un troisième pilier qui est la communauté de partage en open source de toutes les expériences, des outils, des savoirs dans ce domaine pour accélérer. Donc on est fondamentalement sur le comment faire, et voilà. Et donc ce webinaire, c'est l'occasion de faire un partage d'expérience avec vous. Je passe la parole à Henri. Merci Bruno, j'espère que vous m'entendez correctement. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, je suis heureux de partager à chaud cette première expérience et un peu l'analyse de ces derniers mois de travail, à partager l'expérience de Alima sur le développement et l'implémentation d'une démarche environnementale qui est cadrée par ce qu'on appelle une feuille de route 2030. Qu'on a construit en partenariat avec le Climate Action Accelerator. Avant de rentrer dans le détail, je voudrais, un peu comme Bruno, donner quelques éléments sur Alima, surtout pour que vous ayez une vue globale un peu de notre point de départ dans cette démarche, en termes de taille, de nature d'activité d'Alima, quand on se lance dans une démarche environnementale. Alima, c'est une organisation internationale, c'est une ONG de médecine humanitaire et de recherche. C'est une jeune organisation, on a été fondé en 2009 et on a connu depuis un rythme de développement de nos opérations assez intense en 12 ans. On est aujourd'hui présent et on intervient dans 12 pays en Afrique, particulièrement dans des contextes et des zones complexes, volatiles, soit affectés par les conflits, soit qui subissent des épidémies ou des crises humanitaires. Alima, du coup, on agit dans les champs de la nutrition, principalement de la pédiatrie, mais aussi à la réponse aux épidémies.
Particulièrement, on a un travail ces dernières années assez intense sur la réponse aux fièvres hémorragiques virales et entre autres à Lima, Ebola. Dès qu'on en a l'opportunité, on essaie d'ajouter un volet de recherche opérationnelle à nos projets pour investiguer, analyser, évaluer des stratégies de traitement, des stratégies de vaccination, des stratégies de prise en charge pour contribuer à améliorer l'accès à une santé de qualité dans nos pays d'intervention. À Lima, l'année dernière, c'était un volume, pour donner une idée, de 63 millions d'euros de budget total. On a travaillé dans à peu près 350 structures de santé, 33 hôpitaux de référence. On a pu assurer le traitement de 1,5 million de patients directement. Et globalement, on a un nombre de bénéficiaires des interventions en incluant la santé préventive et la vaccination de 3,5 millions de personnes. À Lima, c'est un peu moins de 2000 salariés plein temps, principalement venant des pays d'intervention. Voilà. Alors, pourquoi Alima se lance dans une démarche environnementale? Évidemment, on fait un travail assez particulier et la question s'est posée de s'embarquer dans une démarche de manière assez forte pour les bonnes raisons. Et en fait, les raisons sont assez simples. D'abord, la première, c'est qu'on est une organisation pragmatique. On fait de la médecine, on fait de la recherche et on a été très vite aligné sur le consensus scientifique mondial au sein de l'organisation, évidemment, sur l'urgence climatique, la tendance de dérèglement climatique et la dégradation, le consensus sur la dégradation globale de l'environnement. Et on est aussi bien sûr aligné, on a pris acte des efforts d'adaptation des pratiques humaines pour pouvoir limiter l'augmentation des températures de manière assez dense d'ici les prochaines années, avec un rythme qui est très très clair pour la communauté internationale et pour toutes les activités humaines, avec des échéances fortes en 2030 et en 2050 pour éviter un embarquement et un dérèglement encore plus important. La deuxième chose, c'est clairement chez Alima depuis plusieurs années, et particulièrement avec des retours des équipes projets sur le terrain, dans les pays, au Sahel entre autres. On est témoin de première ligne des conséquences du changement climatique sur les habitudes des populations et des communautés avec lesquelles on travaille, sur les conditions sanitaires, sur l'état de santé des populations. Et puis, voilà, un vrai questionnement sur le rythme et l'occurrence des événements climatiques intenses, que ce soit les pluies, que ce soit les sécheresses et les conséquences sur la santé. Donc, pour un acteur médical comme nous, ça a été depuis plusieurs années un vrai questionnement sur notre positionnement et notre travail sur ces réponses. Ensuite, toujours sur le même champ, si vous comparez la carte des pays qui ont un indice de vulnérabilité au changement climatique particulièrement important, voire critique, et les pays et les zones d'intervention d'Alima, vous avez une correspondance intime. On travaille dans les zones qui, de manière absolument inéquitable, sont les plus touchés par le changement climatique, alors que ces pays sont les moins contributeurs à l'enjeu global du dérèglement. Ensuite, et pour beaucoup d'entre nous, on fait le même métier. Quand on est acteur humanitaire, quand on est acteur médical, un des principes fondamentaux de l'activité, de l'intervention, c'est celui d'éviter de contribuer à la dégradation de l'environnement et du bien-être des communautés et des personnes qu'on est censé servir, évidemment.
Donc, ce principe, chez nous, a fait sens, surtout au moment de s'embarquer dans une démarche. Mais à vrai dire, au-delà de ces enjeux-là qui ont fait très vite consensus au fur et à mesure ces 2 dernières années chez Alima, le point de bascule, ça a été vraiment le moment où on a mis face à notre volonté d'agir et de s'embarquer le fait qu'il existait des solutions. C'est-à-dire que pour Alima, qui est déjà dans une mission, comme beaucoup d'entre vous, assez intense, un métier complexe, dans des zones complexes, dans un contexte complexe, c'était de se dire qu'on ne partait pas d'une feuille blanche et qu'il existait des solutions adaptables à notre modèle, adaptables à notre métier, qui préexistaient, qui sont documentées, sur lesquelles il y a un travail à faire d'intégration, etc. Mais que du coup, surtout quand on a analysé la manière dont on travaillait dans nos propres pratiques, en termes d'hygiène, de logistique, etc., il existait une vraie marge de manœuvre pour intégrer des solutions et pour optimiser la manière dont on travaillait chez Alima. Et le point de bascule, il a été là pour vraiment décider de se lancer dans un engagement assez radical. Et enfin, chez Alima, on a notre vision, notre ADN qui est contenu dans ce qu'on appelle la charte Alima, qui est le cœur de l'identité et des principes de l'organisation. Et un des principes fondamentaux de cette charte Alima, c'est le fait qu'Alima souhaite contribuer à révolutionner et à transformer la médecine humanitaire. Et certes, donc on essaie de le faire et de contribuer via l'innovation sur le traitement, sur la recherche, sur la prise en charge. Mais pour nous, transformer la médecine humanitaire, c'est très vite aussi devenu la question d'anticiper le modèle d'une médecine humanitaire dans 5-6 ans, sans se voiler la face sur le fait qu'on ne travaillera pas avec les mêmes moyens, on ne travaillera pas dans le même contexte, qu'il va falloir travailler sur des modes parfois dégradés. Et donc, plutôt que de subir ces dynamiques, on a souhaité vraiment se mettre dans une position plutôt d'anticipation et d'être proactif sur l'adaptation de notre modèle. Slide. Merci. Au moment de se lancer, en assumant absolument qu'il nous manquait un certain volet d'expertise, et c'est pour ça que l'accroche et le fait de travailler en partenariat avec une structure comme le Climate Action Accelerator, pour nous, qui a notre expertise, mais qui n'est pas forcément celle-là, c'était essentiel. Mais au moment de se lancer et de se basculer dans un travail plus concret de projection, de scénario, d'identification des solutions, on a pris 2 décisions qui, avec le recul des quelques mois de notre expérience, sont pour nous en tout cas fondamentales. C'est d'abord prendre la décision d'action et la validation de l'action au bon niveau de l'organisation. Et nous, ce qu'on a fait, c'est organiser cela au niveau de l'Assemblée générale. Chez Alima, Alima n'appartient pas à la direction d'Alima. Alima n'appartient même pas à son conseil d'administration. Alima appartient à ses membres. Et donc, c'est à ses membres de décider d'intégrer ou non un vrai tournant dans l'ADN. Et donc, les débats ont été organisés au niveau de l'Assemblée générale d'Alima. Et en 2020, en octobre 2020, on a décidé de mettre en débat la modification de la charte Alima et l'intégration d'un principe supplémentaire, celui de la responsabilité environnementale de l'organisation, aux côtés de tous nos principes médicaux, de qualité des soins, etc. Et donc, c'est l'Assemblée générale qui a voté, débattu et acté le fait qu'à partir de 2020, Alima s'engageait dans cette démarche et demandait du coup à l'exécutif de passer à l'action, de proposer des solutions, des moyens et un plan de bataille pour transformer cet ADN en réalité. La deuxième décision importante qu'on a prise, et c'est surtout dû un petit peu à notre identité, et aussi à une logique de cohérence. Évidemment, une part importante de notre démarche environnementale, et Bruno et moi, on va essayer de rapidement vous l'expliquer, elle est ancrée sur la question des émissions et la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à notre organisation et à notre activité. Mais on voulait une démarche plus holistique, qui permettait d'intégrer aussi une logique beaucoup plus locale et donc, entre autres, d'optimisation et de réduction de nos pratiques les plus polluantes au niveau projet dans la délivrance des soins et des activités qu'on met en œuvre au plus proche des communautés. Donc, de ne pas avoir une vision simplement carbone, mais aussi une vision environnementale de notre démarche
sur l'usage du plastique et le management, entre autres pour nous, des déchets médicaux, non médicaux de nos interventions. Slide, s'il te plaît. Merci. Et je le disais, on a plein d'expertises chez Alima, mais on n'avait pas forcément celle-là, c'est-à-dire la capacité, la méthodologie de projeter, d'identifier, d'évaluer les solutions et la route à prendre pour optimiser notre métier, notre manière de prodiguer nos projets et nos soins. Et donc, on a dû prendre attache avec le Climate Action Accelerator parce qu'ils connaissent intimement le métier humanitaire et pour nous, c'était vraiment un avantage comparatif parce qu'on cherchait des solutions concrètes et adaptées à nous. Mais avant de se lancer dans le travail détaillé, on s'est mis d'accord sur un dénominateur commun de principes de travail importants. Le premier, c'est l'intégrité et la détermination, en ce sens où, je le disais, il faut que ce soit porté. C'est un travail, c'est un investissement, c'est une conduite de changement. Et que ce travail-là, on ne voulait pas que ce soit simplement un affichage d'une démarche positive de la part d'Alima, mais se donner des objectifs, se donner des scénarios, se donner des moyens à mobiliser, se donner des cibles à atteindre et identifier les pratiques logistiques, médicales, organisationnelles sur lesquelles il fallait travailler. Donc, elle est quantifiée, cette feuille de route, pour qu'elle soit crédible. La deuxième chose, c'est évidemment pas passer outre la question de la mobilisation des moyens et de se dire quels sont les moyens pour pouvoir faire cette bascule qui, voilà, il ne faut pas se voiler la face, hein. C'est un changement organisationnel, c'est un changement fonctionnel, mais ce n'est pas un changement de mission sociale. Nous, c'était sanctuarisé, non négociable. Alima va continuer à croître et à développer des activités de médecine humanitaire. Donc, c'est identifier les moyens humains, les moyens techniques et les moyens financiers à mettre en face de chaque solution qu'on va devoir enclencher. Le troisième fondamental, c'est évidemment assumer qu'on se lance dans une structure et une approche dans laquelle il va falloir évaluer de manière incrémentale, adapter de manière incrémentale, pour ne pas voilà, éviter de se lancer. C'est-à-dire, on assume le fait que de l'innovation va arriver, des nouveaux éléments dans notre approche vont arriver, certaines activités vont avancer plus vite que d'autres, mais que ça ne doit pas être une excuse pour ne pas se lancer. Que l'important, c'est de se donner un plan de bataille avec les éléments qu'on a à jour chez Alima. Il nous manque encore certaines datas pour affiner ce genre de choses, mais au moins, on a un cap. Et on assume le fait qu'année après année, on va le monitorer, on va l'adapter au fur et à mesure de l'action. Donc, on apprend en marchant et on agit de plus en plus grâce à l'expérimentation. Et enfin, et je le disais tout à l'heure, le non négociable pour nous, c'était de sanctuariser notre mission médicale humanitaire et la qualité des soins. Les besoins humanitaires vont augmenter malheureusement. Donc, tout l'objectif, c'était de trouver des solutions qui sont adaptées à notre action et qui ne remettent pas en cause la mission sociale médicale d'Alima. Bruno, je te laisse présenter la... Alors, quelques mots sur la méthodologie qu'on a suivie ensemble, donc Alima et l'accélérateur. Donc, peut-être l'originalité de cette méthode, c'est qu'on a à la fois fait la mesure de l'empreinte de l'organisation et la construction de la feuille de route en parallèle, avec la mesure rejoignant en fait la construction au bout de quelques mois pour alimenter avec des données précises. Et je dirais, c'est une première leçon, c'est qu'il est tout à fait possible de faire les deux en même temps, c'est-à-dire de partir d'une hypothèse pour identifier les solutions et ensuite d'avoir les données précises qui viennent alimenter. Et donc, en 9 mois, il est absolument possible pour une organisation de se doter d'une feuille de route sur ce sujet. Donc, grosso modo, on a suivi 5 étapes clés, hein, ponctuées en fait d'ateliers, hein, avec une démarche participative, à la fois lors des ateliers, mais aussi grâce à une plateforme digitale qui permettait à chaque membre
intéressés, motivés d'Alima de contribuer avec des idées, avec des commentaires sur la faisabilité. Donc ces 5 étapes sont tout simplement sont des étapes logiques. Hein. C'est un état des lieux, d'où on part finalement, qu'est-ce qui est déjà intégré dans l'organisation, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ensuite, effectivement, un appel à proposition pour permettre aux gens de participer, très important, parce que ça permet vraiment de diffuser à la fois les enjeux, puis aussi les leviers au sein de l'organisation, puis ça va beaucoup aider sur l'implémentation. Ensuite, c'est tous les enjeux liés à la faisabilité, donc quelles conditions de succès, quels investissements financiers, quels investissements humains, et surtout ensuite, la partie sur les objectifs et la cible, c'est-à-dire quelle intensité d'effort par solution, par action fait sens finalement pour essayer de parvenir à la cible que l'on souhaite atteindre d'ici 2030. Et c'est finalement, on a beaucoup travaillé autour de ce mix finalement de solutions en ayant des discussions constantes avec les équipes d'Alima pour voir qu'est-ce qui pouvait être absorbé ou pas et finalement d'arriver à une modélisation de trajectoire et ensuite une écriture de la feuille de route pour passer à l'étape mise en œuvre qui va avoir lieu, qui a commencé et qui va avoir lieu pleinement à partir de 2022. Donc voilà les grandes étapes de cette méthodologie qui évidemment est adaptable à chaque organisation. Alors sur la réduction de l'empreinte, évidemment, il a fallu commencer avec une mesure. Et donc, on peut passer tout de suite au résultat. Hein. Il s'agit d'une une mesure d'empreinte carbone classique, hein, qui suit le protocole GHG, hein, Greenhouse Gas Protocol, donc des standards internationaux, qui s'est fait donc grosso modo sur un temps d'à peu près 5-6 mois hein, pour arriver à des résultats définitifs. Ce qu'on constate, c'est que Kalima, en 2019, avait des émissions de l'ordre de à peu près 12 950 tonnes de CO2 équivalent. Hein, donc il faut bien préciser qu'il y a une marge d'incertitude autour de cette mesure. Hein, donc c'est une marge qui n'est pas négligeable, c'est une marge en général dans les mesures d'empreinte carbone qui se situent entre 20 et 40%. Ici, on est à peu près de l'ordre du tiers. Et avec, dans un esprit d'amélioration continue, on va essayer de préciser cette mesure au fur et à mesure des années. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien où se situent les grands postes d'émission, ce qui va être très important ensuite pour travailler sur les solutions. Donc, on a en gros 3 postes qui font la quasi-totalité de l'empreinte. Le reste, c'est négligeable. Donc, c'est tous les achats de biens et de services, hein, dans lesquels on peut compter des immobilisations aussi. Tout ce qui est lié aux problématiques de transport, hein, que ce soit transport personnel ou de biens, hein, de fret. Et puis ensuite, tout ce qui concerne l'énergie dans les bâtiments. Donc, on y reviendra un petit peu plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait donc l'estimation de l'empreinte carbone pour 2020, où au départ, on s'attendait peut-être à une baisse en raison de l'épidémie de Covid, et il y a bien eu une baisse sur les déplacements, hein, ils ont été divisés par 2, en gros, les déplacements professionnels par avion, mais on a aussi constaté un phénomène qui est tout à fait rationnel, qui est qu'avec l'expansion des activités opérationnelles de l'organisation, évidemment, il y a une expansion aussi des émissions, et donc, voilà, on a établi que les émissions en 2020 se situeraient plutôt autour de 14 500 tonnes, c'est-à-dire quand même plus de 10% de plus malgré le Covid en 2019, et qui est simplement le reflet du dynamisme opérationnel de l'organisation. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que beaucoup d'organisations humaines, d'organisations de la société sont sur des pentes effectivement d'augmentation de leurs activités, et que si on ne fait rien, on sera vraiment sur, même pas sur une stabilisation des émissions, on sera sur une augmentation continue en fait des émissions. Next. Alors, en termes de flux, ce qui est intéressant avec les flux,
en termes d'analyse, c'est de voir en fait d'où viennent ces émissions, pas non seulement en nature, mais en termes de flux. Donc, c'est là qu'on voit que finalement, les émissions directes de l'organisation sont à peu près de l'ordre de 30-31%. Hein, et on est essentiellement sur la question de l'utilisation des carburants fossiles, hein, que ce soit pour les véhicules ou pour les groupes électrogènes, tout simplement, sur le terrain. Et ensuite, on a des flux qui viennent de l'extérieur de l'organisation, qui sont liés essentiellement à la chaîne de fabrication des produits et services achetés, hein, et ensuite amenés sur les missions. Et ensuite, on a plutôt en aval tout ce qui est les déplacements professionnels qui permettent tout simplement de réaliser les missions de l'organisation. Et en fait, quand on regarde ces flux, ça confirme cette idée de concentration. On est vraiment dans des lois de Pareto, hein, c'est-à-dire que peu de sources, peu de flux font l'essentiel des émissions. Donc là, on voit le poids des achats notamment de produits médicaux et nutritionnels auprès de MSF Supply. On va retrouver le fret aérien, on va retrouver le carburant et ensuite les déplacements professionnels en avion. Next. Voilà, je repasse la parole à Henri, mais très logiquement, à partir de cette empreinte, on arrive à un travail d'identification des grandes solutions qui peuvent permettre d'agir. Merci Bruno. Très rapidement, donc ce travail parallèle d'analyse du bilan carbone nous donne des éléments essentiels sur le fait d'identifier là où il va falloir transformer nos pratiques. Et en parallèle, on avait, comme le soulignait Bruno, un travail de participatif, de remonter des propositions, des avis en termes de faisabilité des collègues ici et là dans l'organisation. Et donc, on a décidé de concentrer les solutions à mettre en place dans le cadre de la feuille de route Alima autour de... On voulait un paquet assez restreint, on ne voulait pas une longue liste de solutions, mais plutôt un pack réduit. Et donc, on a abouti au choix d'activer ces 20 solutions prioritaires autour des familles suivantes. Évidemment, en miroir de ce qu'analysait Bruno, la famille des transports, la famille des achats, du procurement, la famille énergie et optimisation des bâtiments. Une fois de plus, une famille gestion des déchets importante, même si on va dire l'empreinte environnementale, en tout cas l'empreinte carbone, n'est pas l'enjeu fondamental, mais une fois de plus, on a une vision plus holistique de notre démarche environnementale. Donc, c'est un point qui est essentiel pour nous au niveau projet. Et enfin, une famille plus transversale, et entre autres les aspects de rationalisation de notre utilisation du digital et la réalisation de bâtiments bas carbone. Bien sûr, une fois de plus, en logique par rapport au bilan et à ce qui ressort très clairement du bilan carbone d'Alima, on voit très vite qu'il y a 5 solutions qui sont la clé du succès pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'Alima, parce qu'elles représentent plus de 85% de la réduction carbone sur les 10 ans. La première, c'est ce travail de maximiser le passage du fret aérien au fret maritime pour l'approvisionnement, sachant qu'on a chez Alima, du fait de notre pratique et clairement de nos habitudes, une vraie marge de manœuvre sur le fait d'optimiser et de changer nos pratiques, ce qui ne veut pas du tout dire abandonner l'aérien pour les situations d'urgence et les décisions décisives d'approvisionnement. La deuxième activité clé, c'est celle de la rationalisation de nos déplacements professionnels, et évidemment par avion, et donc une vraie politique de transport qui doit être construite et mise en œuvre pour optimiser la manière dont on décide et on réalise nos déplacements.
Ensuite, augmenter l'efficience énergétique des véhicules. Il y a une vraie marge de manœuvre aussi à ce niveau-là. Mettre en place des critères environnement d'achat, c'est un travail qui est long et c'est un travail qui doit se faire avec l'environnement aussi d'Alima. Si les centrales d'achat avec lesquelles on travaille, les fournisseurs avec lesquels on travaille, eux-mêmes ne se mettent pas dans une démarche, ce sera critique. Et donc, en tout cas, à notre niveau, c'est intégrer pas à pas, de manière logique, dans nos politiques d'achat, des critères et des conditionnalités rationnelles sur les aspects environnementaux et les aspects climatiques. Et enfin, c'est un parti pris important pour Alima, un véritable shift des énergies fossiles sur nos projets aux énergies photovoltaïques ou en tout cas à des modèles hybrides à un rythme assez accéléré avec une ambition assez forte. Et étant donné les pays dans lesquels on travaille et les contextes, il y a une fois de plus une vraie marge de manœuvre pour la réalisation et la faisabilité de ces activités. Rapidement, mais une fois de plus pour abonder puis appuyer sur le fait qu'une démarche environnementale peut dépasser une démarche carbone pure et dure. Pour nous, c'est essentiel d'adapter nos pratiques les plus polluantes au niveau des structures de santé, au niveau des projets sur lesquels on est présent. Et les leviers qu'on a décidé d'évaluer et d'activer sont les suivants. Remplacer de manière assez structurelle et rationnelle le plastique dès que possible par des solutions alternatives. Ça, c'est sur toute la chaîne de travail d'Alima, pas qu'au niveau final. Réduire la pollution locale qui provient d'une mauvaise gestion des déchets. Et là, pour le coup, en termes de waste management, il y a un saut qualitatif sur lequel on peut vraiment travailler. Limiter, vu la nature particulière de nos activités, c'est pareil au niveau des structures de santé, au niveau des hôpitaux, vraiment optimiser la gestion de nos déchets médicaux avec les différentes alternatives jusqu'à leur gestion finale. Prévenir les dégradations de l'environnement générées par les projets, entre autres en commençant de manière systématique à intégrer des critères d'évaluation dans nos assessments, dans nos explorations, qui n'ont pas simplement trait aux besoins, à la situation sanitaire, au contexte, mais aussi aux aspects environnementaux des sites sur lesquels on souhaite agir, entre autres. Et enfin, essayer de beaucoup mieux prendre en compte et rationaliser la gestion de la ressource en eau sur nos sites et dans les structures de santé, en particulier dans lesquelles on travaille. Bruno, je te laisse du coup présenter la trajectoire initiale qu'on se donne et qu'on a construite. Ouais. Donc l'enjeu avec les 20 solutions identifiées, ça a été effectivement ensuite d'établir une modélisation dans le temps. Hein. Il ne suffit pas de les identifier, il faut voir effectivement quels peuvent être leurs impacts dans le temps sur la décennie pour arriver à la cible de réduction de 50% par rapport à 2020. Et donc là, dans le cadre de cette feuille de route, donc il y a l'année de base qui a été choisie, c'est 2020, hein, pour arriver à 2030. Et ce qui a été planifié, c'est une réduction de l'ordre d'à peu près de 62% de l'intensité carbone, hein, qui permet de... Et avec la cible idéale de 50% d'ici 2030, avec un petit écart entre les deux, qui correspond en fait à une marge de progression, notamment à partir de 2027, sachant qu'il y aura des ajustements à faire. Je vais y revenir. Donc les solutions elles-mêmes, elles ont été sélectionnées en fonction de leur impact, des efforts, de la compatibilité avec les opérations, mais on a aussi dans cette trajectoire pris en compte ce qu'on appelle des effets structurels. Et qu'est-ce que c'est les effets structurels? C'est en fait ce qui sort des leviers de l'organisation et qui concerne la société au sens vraiment macroéconomique, où là, ce qui va être pris en compte, c'est le mix énergétique des États, c'est une anticipation de certaines réglementations, notamment en matière de production industrielle, etc., hein, qui encadrent les choses.
Et donc, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces effets structurels sont assez faibles par rapport au levier interne. Et ça, c'est un message très important. Il est clair qu'en fonction de la réalité, les scénarios devront être ajustés au fur et à mesure. On a pris une hypothèse de croissance pour Alima, donc discuter avec la direction de l'ordre de 50% sur 10 ans. Quelle sera la croissance réelle d'Alima pendant cette période? On le verra au fur et à mesure. Est-ce que ça sera 40? Est-ce que ça sera 60? Etc. Quels seront l'effet des politiques macro sur les effets structurels? On ne le sait pas encore. Donc, c'est pour ça que cette marge de progression, elle existe parce que, on va dire, il y a des limites à de la planification absolue, mais évidemment, ça n'entame en rien la cible de 2030. Next. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce type de trajectoire, donc c'est un graphe d'évolution des émissions, avec la courbe du haut qui montre ce à quoi il faudrait s'attendre si en fait aucune action n'était entreprise, et si on continuait finalement un peu le business as usual des dernières années, logiquement les émissions ne feraient qu'augmenter en fonction du développement des opérations de l'organisation. Mais ce qui est intéressant, c'est finalement comment on ramène cette évolution prévisible vers la cible de moins 50% d'ici 2020, avec toute une série de solutions justement mises en œuvre et qui vont contribuer de manière différente à la réduction. Donc, vous voyez en rouge les effets structurels, qui sont tout à fait minoritaires, c'est à peu près 10-12% de la réduction en elle-même. Et ensuite, vous voyez très bien comment les 5 grandes solutions sont totalement dominantes dans la réduction de la trajectoire. Et donc, il ne faut pas se tromper finalement où il faut mettre les efforts. Et je dirais, dans une feuille de route, c'est un message assez essentiel. Je pense que l'avantage d'une telle trajectoire, c'est que ça montre que voilà, il faut pas, on est bien dans des organisations qui évoluent, qui pour certaines d'entre elles croissent, d'autres moins ou pas. Et donc, il ne faut pas avoir des visions statiques en fait, de la réduction, sinon en fait, on risquerait tout simplement de ne pas réduire ces émissions carbone. Voilà, next. Alors, je repasse la parole à Henri sur les indicateurs. Merci Bruno. Dans ce travail et sur du coup les 20 solutions identifiées comme prioritaires pour la feuille de route d'Alima, évidemment en amont on a fait ce travail de passage à la moulinette sur la faisabilité, le coût, les moyens mobilisés, l'adaptation sur les projets. Mais pour chacune de ces 20 solutions, au-delà de la solution elle-même, on a décidé de lui adosser plusieurs choses. D'abord, qu'on ait des outcomes clairs et qui soient identifiés dans le temps avec des échéances qu'on puisse évaluer. Et entre autres, on sait déjà qu'en 2024, au-delà des évaluations annuelles et des adaptations annuelles, on va avoir un vrai moment de bilan, d'analyse et si nécessaire d'adaptation de notre feuille de route. On s'est donné du coup une batterie aussi d'indicateurs, de moyens et de résultats par solution. On a identifié par solution les éléments et les datas qu'il fallait faire remonter, et ce n'est pas aisé. Dans des organisations jeunes comme nous, ce n'est pas forcément extrêmement facile d'avoir, en appuyant sur un bouton, l'intégralité des éléments, donc plutôt une fois de plus anticiper que de subir la remontée d'informations. Et puis au-delà de ça, au-delà des indicateurs, on a identifié par solution, et c'est un travail qu'on va affiner dans ce premier trimestre, un par un, c'est-à-dire une personne ressource dans l'organisation qui va être la personne qui va pouvoir conseiller, appuyer et monter en gamme et en expertise sur l'accompagnement et sur le conseil aux équipes sur cette solution spécifique. Next.
Et rapidement, sur les moyens, Bruno en parlait, on a essayé de faire exactement le même exercice. Plutôt que d'avoir une vision générale et de se dire il va falloir investir, c'était se dire est-ce qu'on ne peut pas se donner des objectifs et des indicateurs pour les moyens à mobiliser, qu'on ait un travail un petit peu plus affiné pour pouvoir vraiment suivre et piloter cette feuille de route et réorienter quand on est à des points de vigilance sur les moyens. Les moyens clés pour nous, c'est les suivants. Le premier, et j'en parlais, c'est la mesure, c'est-à-dire le fait de pouvoir monitorer, de pouvoir renseigner où nous en sommes, où est-ce que ça fonctionne, où est-ce qu'on a des défis, où est-ce qu'il faut être vigilant. C'est essentiel et ce travail doit être incrémental. La feuille de route, ce n'est pas un document fixe. On n'attend pas 2030 pour se dire on avait raison ou on avait tort. Il va falloir le monitorer de manière très, très claire. La deuxième, c'est avoir les personnes en place. Et ça ne veut pas dire que du recrutement, ça veut dire aussi réorienter, sensibiliser dans les fiches de poste. Certaines personnes vont devoir prendre des responsabilités sur le volet environnemental, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une équipe, un comité de pilotage et une équipe dédiée à l'initiative. Pour nous, c'était fondamental. C'est un des investissements clés. Et entre autres, le fait d'avoir de manière permanente une personne qui est chargée d'animer cette initiative, un chef de projet environnement. Et puis, dans la structure et les différents départements, des personnes sur les priorités, les 5 priorités d'action. Et entre autres, sur les achats responsables, renforcer nos capacités en interne sur la gestion des déchets, l'eau et l'assainissement. Et puis, assumer aussi que voilà, l'objectif, ce n'est pas d'avoir l'intégralité des expertises sur toutes les solutions en interne et donc avoir une politique agressive d'identification, de partenariat pour aller trouver et puiser l'expertise où elle est sur certains aspects. On a besoin de savoir, on a besoin de comprendre, on a besoin d'aide à la mise en œuvre des initiatives. L'autre moyen qui pour nous et Bruno le disait, c'est-à-dire qu'à la limite l'enjeu financier, il faut bien le planifier, le prendre en compte, mais c'est pas le défi. L'investissement humain est clé. Au-delà des ressources humaines, on est dans du changement organisationnel, on est dans du changement, de l'adaptation des pratiques. Et donc la clé, c'est vraiment l'investissement dans la sensibilisation du personnel, la formation. Alors ça va être de la formation générale, de la formation à la planification, de la formation métier et de la formation technique aussi. Entre autres, les points focaux dans l'équipe qui vont avoir un rôle de compagnonnage sur certaines des solutions vont être formés à monter en gamme sur leur volet spécifique. Et puis, ce qu'on a déjà commencé l'année dernière, c'est s'assurer que les volets environnementaux et climat sont intégrés de manière transversale dans les formations. Et entre autres, dans tout le cycle de formation logistique qu'on a et qui est assez intense chez Alima, on est dans cette logique déjà d'intégration systématique de ces aspects-là, que ce soit sur le supply, que ce soit sur l'achat, que ce soit sur la logistique pure et dure, que ce soit sur le photovoltaïque, qu'on ait vraiment pas des logs spécialisés, mais des logs dont ça fait partie totalement du métier d'intégrer ces aspects. Et enfin, dernier, mais pas le moins intéressant, c'est évidemment évaluer, analyser les investissements financiers et les économies qu'une telle démarche peut produire. Bruno, si tu veux détailler. Oui, donc effectivement, donc on a fait l'exercice d'évaluer en fait les coûts sur les 3 premières années. Hein, donc ce sont et finalement, qu'est-ce que donne cette analyse, même s'il faut être évidemment prudent, c'est qu'on serait plutôt sur une neutralité financière, voire des économies. En l'occurrence, pour Alima, on pense que les économies seraient un petit peu supérieures aux investissements, mais ça reste à confirmer, essentiellement liées à des transferts finalement du pôle transport vers en fait des coûts supplémentaires, notamment sur l'énergie, le photovoltaïque, et puis ensuite
des compétences humaines à intégrer dans l'organisation. Sur les achats, on a considéré que ça serait des coûts supplémentaires, la mise en place des critères environnementaux, mais il est bien évidemment très difficile d'être précis là-dessus tant que en fait, la politique d'achat n'est pas définie très concrètement, je dirais notamment sur les grands items. Donc ce sont des hypothèses. On a volontairement été conservateur mais ça semble finalement corroborer le résultat de pas mal d'analyses à la fois d'entreprises et d'institutions plus larges, comme des institutions de santé, qui ont aussi fait ces estimations de coûts et arrivent à peu près aux mêmes résultats globaux. Donc après, voilà, ça devra être précisé. Il faudra voir aussi, au-delà des 3 premières années, quel est l'impact, on va dire, du déploiement complet des politiques d'achat, notamment. Et donc, voilà, il faudra le repréciser. Et d'ailleurs, donc, la modélisation des coûts est un domaine sur lequel on va pas mal investir en 2022 pour aider les organisations vraiment à affiner cette partie qui est importante, notamment pour les équipes de direction et de management. Next. Donc, on partagera évidemment avec plaisir la feuille de route dans sa première version avec vous tous, mais au-delà de la modélisation du travail mathématique, du détail des différentes solutions, on a voulu synthétiser pour pouvoir guider la mise en œuvre de la feuille de route nos différentes ambitions chez Alima autour de 10 engagements que prend Alima. Et ces engagements, qui sont un peu la synthèse de tout le travail, sont les suivants. Le premier, c'est que chaque membre d'Alima a l'opportunité de contribuer à l'engagement. Et ça veut dire, entre autres, investir pour les former, les outiller et donner les moyens d'agir. Le deuxième engagement, c'est d'intégrer l'environnement et les enjeux climatiques dans nos programmes humanitaires. Je le soulignais au départ, nous, clairement, entre autres, par exemple, dans le volet recherche opérationnelle, on est déjà depuis l'année dernière dans l'analyse et l'identification de sujets ou d'explos de recherche sur le lien entre dérèglement climatique et santé des enfants ou pollution et santé des enfants, sur lesquels on va investiguer, on va se positionner, toujours dans la même démarche de rapidement trouver des optimisations en termes de prise en charge et de traitement. Le troisième engagement qu'on prend, et c'est vraiment la synthèse du volet carbone, c'est cet alignement aussi sur le consensus international, c'est-à-dire le fait que Alima s'engage à baisser d'ici 2030 ses émissions carbone de moitié. Le quatrième engagement, c'est la bascule vers l'énergie renouvelable, c'est-à-dire dès qu'on en a l'opportunité et sur tous nos projets, mais sur nos bases aussi, sur notre siège aussi, et c'est vraiment de faire ce glissement rapide vers soit les solutions hybrides, soit les solutions renouvelables totales. Ça demande de l'accompagnement et de l'accompagnement technique, entre autres. Mais une fois de plus, ça fait partie des solutions qui existent, qui préexistent, qui sont documentées et sur lesquelles l'innovation chaque année nous donne et à la fois du matériel et des méthodes plus efficaces. Cinquième engagement d'Alima, c'est cette charte environnementale d'achat. C'est un gros travail sur l'année 2022 pour la structurer. Beaucoup, une fois de plus, de manière ouverte en discutant avec les providers, les fournisseurs, les centrales d'achat pour avoir quelque chose de cohérent et d'opérationnel très vite. Évaluer systématiquement les impacts environnementaux, je le disais, comment il existe déjà des outils à Alima de les intégrer dans nos outils d'assessment, d'évaluation et d'explo, c'est-à-dire les key questions ou les checklists sur les aspects environnementaux sur nos projets. Le plan de gestion des déchets, important, c'est-à-dire faire en sorte que très vite, grâce à une montée en gamme de nos compétences et de notre expertise là-dessus, intégrer les plans de gestion des déchets
aussi humble et simple soit-il, mais en tout cas qui soit proposé de manière systématisée sur nos opérations hors urgence très courte. Le 8e engagement, c'est plus d'exemplarité, c'est que les cordeaux au niveau des capitales et les sièges d'Anima puissent proposer, tester et diffuser ces logiques de politique zéro déchet. Et les 2 derniers sont aussi importants puisqu'ils sont ouverts vers les communautés et les personnes, les patients concerts et puis nos partenaires. C'est évidemment la promotion et la diffusion de notre action environnementale, mais de notre expérience aussi. Partager nos défis, partager nos réussites, et on en fera nos erreurs pour qu'on apprenne les uns des autres. L'important étant vraiment ce passage à l'action. Et enfin, entraîner nos partenaires opérationnels et les acteurs de notre écosystème dans des démarches similaires pour qu'on ait une action climatique commune plus efficace à plusieurs. Alors, quelques mots sur... donc, on arrive à la fin de cette présentation. Hein. Quelques mots sur les leçons apprises dans ce processus, ensemble avec Anima. Donc, premièrement, les leviers internes pour réduire l'empreinte sont en fait importants, voire très importants, et sont actionnables. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, ça ne veut pas dire que toutes les solutions précises et les actions sont connues d'ores et déjà, mais et dans certains cas, ça va demander un gros travail. Mais voilà, le message, c'est que les leviers internes sont très importants en fait, pour agir. Ensuite, la deuxième grande leçon, c'est l'importance de vraiment se concentrer sur les leviers et les solutions qui ont le plus grand impact. On l'a vu, on est sur des choses très concentrées et il faut notamment pour des organisations qui ont des missions sociales comme les humanitaires, qui font face à beaucoup de contraintes, beaucoup de pression, etc. Je dirais l'important, c'est de se concentrer sur l'essentiel et de mettre le paquet là où ça va vraiment avoir un impact parce que voilà, une organisation humanitaire n'a pas la bande passante pour mettre en place 50, 60, 100, 150 propositions d'action. C'est le meilleur moyen pour en fait ne pas avancer. Troisième leçon, la clé du leadership. Ce n'est pas un dossier technique. Et ça, donc Henri l'a très bien exprimé au début, ce n'est pas un dossier technique, logistique, on est vraiment dans quelque chose qui doit être au cœur de la stratégie de l'organisation, avec une redevabilité au plus haut niveau, pour vraiment aligner les moyens et notamment les investissements humains qui sont la clé. Quatrième, c'est l'importance d'approches quantifiées. Si on ne veut pas parler en l'air, il faut des indicateurs qui sont quantifiés, qui expriment vraiment qu'est-ce qu'on va faire sur chaque sujet, avec des étapes intermédiaires. Ça, c'est essentiel, c'est ce qui est à la base de la modélisation. Voilà, et ça permet les ajustements. C'est une confrontation à la réalité. Cinquième, c'est ce qu'on a dit sur la question financière, c'est que voilà, beaucoup de dépenses évitées peuvent compenser, en tout cas, une grande partie des investissements. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des investissements supplémentaires dans certains, notamment profils d'organisation, mais voilà, il y a aussi beaucoup de logiques de réallocation et comment on essaye d'avoir des cadres internes et aussi des cadres externes chez les bailleurs qui facilitent ça, qu'il n'y ait pas de blocage artificiel. Et enfin, donc, voilà, une feuille de route doit rester une feuille de route, c'est-à-dire c'est pas un instrument de planification ultra précis parce qu'il faut laisser de l'espace. Il faut laisser de l'espace pour des ajustements continus. Donc, d'où l'importance d'être plus précis à 3 ans, mais ensuite de pouvoir réactualiser en fonction du réel. Next. Alors, si on passe à l'étape suivante, c'est donc la feuille de route, ce n'est que le début finalement. Ce n'est pas une fin, c'est le début.
Et donc, ça doit se traduire par des priorités. Puis avec Alima, donc on a déjà identifié les priorités pour 2022, hein, qui seront largement les suivantes. Hein, donc, la mise en place du système de monitoring à long terme pour le carbone et les déchets. Hein, ça n'existe pas aujourd'hui pour le déchet, il faut le mettre en place. Donc, ça sera essentiel pour la progression. C'est ce travail de fond sur les achats, hein, à la fois des critères généraux, mais aussi une logique de travail sur les items les plus importants. C'est un petit peu la clé, là aussi, la clé du succès pour pouvoir rentrer en application à partir de notamment 2023 pleinement. C'est la politique de déplacement, hein, c'est comment mettre en place les partenariats techniques, la formation, etc., nécessaires au déploiement des panneaux photovoltaïques, notamment sur les nouveaux projets, hein, en particulier. Le passage au maritime. Donc, on est vraiment sur ces 5 solutions. Et ensuite, à côté de cela, les projets pilotes santé-environnement, avec notamment les phases exploratoires, hein, et puis un dialogue qui doit se structurer avec les bailleurs de fonds institutionnels pour finalement créer les cadres facilitants qui sont nécessaires pour appuyer cette démarche. Et ce que je rajouterais, qui n'est pas sur cette diapo, c'est donc dans notre programme avec Alima, on a aussi l'animation d'un certain nombre d'ateliers de partage en Afrique de l'Ouest, au niveau régional. Donc il y aura 4 ateliers de partage dans 4 pays avec des ONG nationales et des partenaires opérationnels, hein, d'Alima. Donc c'est cette logique de mise à bord et d'entraînement. Et il y aura aussi, donc d'ici la fin de l'année 2022, aussi un événement de partage, alors cette fois-ci plus régional, pour simplement diffuser et aussi apprendre des uns et des autres. Voilà, ça fait partie du programme 2022. Merci. Super, merci beaucoup. On va ouvrir the floor à tout le monde si vous avez des questions. Je sais qu'il y a déjà une question dans le chat, du coup je vais la poser et peut-être que j'arrête de partager comme ça. On peut voir un peu tout le monde et puis s'il y a d'autres questions, soit lever la main avec la petite fonction raising hand ou bien le mettre dans le chat, c'est comme vous voulez. Il y a Aline Hubert du groupe URD qui demande en fait sur la manière concrète de mettre en œuvre cette politique de déplacement. Elle demande est-ce que c'est des quotas, est-ce que c'est des critères à remplir pour autoriser les déplacements, est-ce que c'est une obligation à prendre des vols directs en fait? Comment ça va dérouler cette partie, si vous avez déjà une idée sur ça? Ouais. Alors, vas-y d'abord Henri et puis je vais. Ça marche. N'hésite pas. Merci et bonjour Aline et merci pour la question. D'abord, ça fait partie des solutions où il y a déjà des expériences intéressantes, entre autres celle de CARE, sauf erreur de ma part, qui a mis en place. Et toutes les solutions sont dans ta question, c'est-à-dire que oui, ça demande une politique de déplacement un peu rationalisée, et entre autres vraiment capacité à évaluer ce qui est une mission essentielle et ce qui ne l'est pas, clairement. Il y a un vrai travail sur la nature des déplacements et comment optimiser le kilométrage. Comment pas à pas assumer, évaluer la faisabilité et la systématisation de vols plutôt en direct qu'avec plusieurs escales. Pour une structure, comme tu disais, comme Alima, c'est aussi continuer en fait à approfondir le modèle qu'on a, c'est-à-dire que c'est du recrutement très local, c'est du coup des breaks très régionaux ou très locaux aussi. Donc tout ça, ça se quantifie et ça permet aussi d'optimiser une réduction du nombre de kilomètres et équivalent CO2 de ces kilomètres. Et ça peut aller vers des stratégies qu'on doit construire avec les ressources humaines, les équipes, etc., mais vers des stratégies de break parfois plus locaux. Voilà, et puis c'est rationaliser aussi beaucoup les voyages pour nous dans l'autre sens. Hein. Chez Alima, maintenant, le siège, il est à Dakar, c'est-à-dire à 40 minutes de Nouakchott, à 1h30 de Bamako. Mais c'est comment rationaliser des visites en Europe pour une conférence, ce genre de choses. Et donc, on est en train déjà d'adapter le setup RH pour ne plus avoir à faire
ces distances-là. Donc, c'est un package. Et enfin, et je pense qu'on l'a tous appris ces dernières années, aujourd'hui, on a face à nous des outils de visioconférence, même avec, on va dire, des connexions de qualité limitée qui nous permettent de dialoguer, d'avancer, de confronter des expertises à distance. Il faut aussi clairement prendre ça en compte dans la manière dont on priorise ou pas des déplacements. Très bien. Alors, peut-être juste que je rajouterais à ce que tu dis, Henri, il faut qu'on ait tous conscience que les déplacements au sein des organisations humanitaires depuis 15-20 ans ont réellement explosé. C'est-à-dire que chacun fait à peu près 3 ou 4 fois plus de déplacements qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, qui est simplement lié à l'évolution de la société, avec des vols low cost, de moins en moins chers, donc c'est de plus en plus facile. Et évidemment, il y a eu des tas d'opérations humanitaires avant ça. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par rationalisation ? Il faut sortir de ce débat entre le tout et le rien, etc. Et à la fin, il y a différents leviers. Donc il y a celui qui vient d'être discuté avec Henri. Il y a à la fois de la localisation, il y a à la fois de réfléchir à la participation à des événements, il y a les formations, comment faire les formations. Il y a le type de compagnie qu'on utilise, celles qui ont fait plus ou moins d'efforts ou sont plus ou moins vertueuses. Il y a les vols directs, mais il y a des grosses questions à se poser sur effectivement quel est le degré de légitimité de certains déplacements et à quel point ils sont réellement nécessaires à la réalisation des missions sur le terrain. D'autant plus, alors ça varie énormément d'une organisation à une autre, mais d'autant plus que la tendance dans beaucoup de terrains humanitaires, c'est des équipes de terrain qui parfois se plaignent un petit peu de la surprésence d'experts ou de visiteurs, etc. Pas forcément le cas pour Alima, mais ça peut être le cas pour d'autres organisations. Merci. Est-ce que je suis correcte que Bruno, vous avez une question? Oui? Ok, je vous laisse aller. Et puis après, il y a Céline aussi dans le chat et on peut passer à sa question. Merci Bruno de MSF France. Ma question, c'était plutôt sur les achats locaux, étant donné le poids de l'empreinte carbone des achats locaux. Comment est-ce que vous arrivez à les capter, à les mesurer, puisque vous avez aussi précisé que la collecte d'informations, de data était un vrai challenge sur Alima. Donc, je voulais savoir un peu sur comment vous envisagez de tacler cette difficulté au niveau de la méthodologie sur le calcul de l'empreinte carbone, vraiment spécifiquement sur les achats locaux. Je peux peut-être répondre là-dessus. Il faut savoir d'une manière générale, sur les achats, c'est là où il y a la plus grande marge d'incertitude par rapport à ce qu'on appelle des facteurs d'émission. C'est-à-dire que ce soit sur l'international ou sur le national ou le local, en fait, ce qui est appliqué au départ, c'est des facteurs d'émission moyens. En fait, on prend un item et on va dans des bases de données pour appliquer à cet item tel facteur d'émission moyen. Et c'est une des raisons principales pourquoi la plupart des mesures d'empreinte, et d'ailleurs c'est vrai pour des entreprises, c'est vrai pour des institutions, puis c'est vrai ici, ont des marges d'erreur de l'ordre entre 25 et parfois ça peut monter jusqu'à 50%. Donc c'est évident qu'on a encore une moins bonne connaissance des achats locaux que du supply international. Et probablement là on a des incertitudes plus parce que évidemment ça dépend du lieu de production, ça dépend des matériaux utilisés, ça dépend du fabricant et donc je dirais il faut prendre tout ça dans les mesures initiales avec beaucoup de précautions. Et ce qui permet de passer un autre message peut-être au groupe, c'est l'intérêt des empreintes et de leur évolution, il faut le voir essentiellement comme un outil d'appui à l'action. Ça permet de savoir où travailler. Par contre, il ne faut pas prendre les valeurs absolues pour en comptant, parce qu'elles vont varier dans le temps. Par exemple,
plus on affine une mesure, il ne faut pas qu'à certains moments, il y ait des mesures qui étaient sous-estimées au départ et qui en fait sont plus importantes, et vice-versa. Il faut s'attendre en fait à des variations dans le temps. Et même chose quand on mettra en place des actions. Certaines actions peuvent requérir des investissements qui ponctuellement font augmenter l'empreinte pour ensuite la faire baisser. Donc, il faut plutôt voir quelque chose qui s'affine dans le temps. Mais à la réponse que tu poses, les achats locaux, oui, il y a beaucoup d'incertitudes à ce stade. Merci. La question de Céline par rapport à l'utilisation de l'estimation de l'année 2020 pour Alima, comment elle se positionne par rapport aux autres années et quel est l'impact du contexte sanitaire et peut-être aussi pourquoi en fait le choix d'utiliser l'année 2020. Bruno, tu veux commencer? J'aurais peut-être... Oui, ce que je peux dire très simplement, c'est qu'en fait, au départ, pour être très transparent, en fait, on pensait prendre l'année 2019, justement, parce qu'on se disait ça sera plus représentatif d'une année d'activité hors Covid, parce qu'on se disait, en 2020, il y a de fortes chances qu'elle ait baissé, etc. Donc, ce n'est pas très représentatif. Mais en fait, on est arrivé à un résultat contraire, c'est que certes, les déplacements ont baissé, mais en fait, c'est une année d'expansion opérationnelle pour Alima, due au Covid, justement, entre autres. Et donc, ça ne faisait pas sens de commencer une année plus tôt où l'empreinte était en fait plus basse, alors que finalement le démarrage réel de la feuille de route se faisait en 2021-2022. Et donc, ça aurait été un peu plus artificiel. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Je dirais d'une manière générale pour les organisations, c'est pas très important l'année de départ. Il faut prendre celle qui fait le plus sens par rapport à votre situation. Ce qui est important, c'est le point d'arrivée et l'effort à fournir pour y arriver. Ouais, juste rajouter quelques éléments de chiffres là-dessus pour donner une idée. On a quand même fait un bond chez Alima. Pour prendre le critère du volume opérationnel, on est quand même à quasiment presque 10 millions d'euros de plus entre 2019 et 2020, principalement parce qu'on s'est positionné sur la réponse et l'ouverture de lits d'hospice Covid en 2020. Mais une fois de plus, dans le scénario de croissance d'Alima, on a assumé que les années 2021 et 2022, c'était des années de stabilisation. Donc, dans notre schéma de développement, on a ce scénario de baisse après 2020. Mais comme le disait Bruno, en fait, le choix de l'année de départ n'est pas fondamental. C'est-à-dire que l'important, c'est de démarrer la mécanique. Une fois de plus, de surcroît, la qualité des datas qu'on a pour ces 2 premières années de bilan 2019 et 2020 sont optimisables, on le sait en interne. Mais le simple fait, par exemple, d'avoir lancé ce travail de remontée d'informations pour pouvoir évaluer notre bilan carbone nous a déjà appris énormément. Donc, mon message, c'est vraiment on peut passer des années à affiner les différents scénarios, les différents volumes, les différents bilans, etc. La réalité, c'est qu'il faut passer à l'action et année après année, affiner. Comme le disait Bruno, on aura peut-être des surprises quand on fera notre bilan 2021 sur ça, vu qu'on sait mieux l'évaluer, le quantifier, on se rend compte qu'on est plus sur la tendance B que sur la tendance A. L'important, c'est de passer à l'activité. C'est vraiment le message, moi, que j'ai envie de passer et qu'un outil de feuille de route permet d'avoir le cadre méthodologique pour pouvoir le faire et suivre les bons indicateurs. Et puis, comme on l'a dit à plusieurs reprises, ne pas s'éparpiller dans les priorités. Ça marche. On a le temps pour une autre question s'il y a des questions dans le groupe, dans le chat ou... Et sinon, peut-être, je ne sais pas si vous avez d'autres petits points à rajouter que vous pensez avoir manqué, mais sinon,
S'il n'y a pas de questions, on pourrait clôturer. Corentine, oui. Corentine de MSF et je suis aussi sur les questions de sustainability sur la supply chain. Évidemment, comme MSF, on met comme, je dirais plutôt comme un grand objectif la réduction du fret maritime. Qu'est-ce que derrière vous envisagez comme action concrète? Parce que voilà, ça reste un gros objectif. Vous travaillez aussi beaucoup avec MSF Supply. C'est pas que du coup qu'en travaillant au niveau d'Alima qu'on peut se faire ce travail-là. Est-ce que vous avez déjà commencé des discussions? Voilà. Bonjour, merci pour la question. La réponse est oui. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu MSF Supply pendant une semaine, pendant ce qu'on appelle notre semaine logistique, en novembre dernier, sauf erreur de ma part. C'est des semaines intensives de planification, de rationalisation de nos activités, etc. Et il y a plus d'une journée et demie qui était dédiée à ça. C'est-à-dire comment organiser ensemble et absolument, c'est-à-dire que Alima, ce n'est pas le game changer, vu notre volume, etc. Ça, si on ne le fait pas avec nos centrales d'achat, nos providers prioritaires, etc., ce genre de logique n'a pas de sens. On ne peut pas faire ça de manière isolée. Et donc, c'est avec MSF Supply qu'on a commencé, on a même fait un test l'année dernière en Mauritanie, avec un shipment sur lequel, en évaluant, il arrivait en 2 semaines en Mauritanie, ce n'était pas du fret essentiel, life-saving, urgent, donc on n'a pas eu besoin de l'avion. On a économisé, sauf erreur de ma part, $35 000 par rapport à de l'aérien. Et en termes d'équivalent émissions carbone, sauf erreur de ma part, je regarde Bruno, c'était moins 85% à peu près si on était passé en aérien, quelque chose comme ça. Donc, et nous, en plus, on est un peu un bébé MSF. Donc, c'est une logique qu'on va faire avec MSF Supply, avec les uns, avec les autres, pour que ça ait un impact collectif, absolument. Et puis je rajouterais que le point de départ chez Alima, c'est un usage quand même très fort de l'avion par rapport au fret maritime, donc plus fort que chez MSF. Et donc, il y a une marge de réduction à court terme qui est en fait là aussi très forte. C'est-à-dire qu'on part à peu près de, je crois que c'est 70% du fret qui est par avion. Ce qui est en fait beaucoup plus qu'à MSF. Hein. Donc c'est ce qui explique aussi la capacité de réduction assez importante dans les premières années. Je rajoute à ça, Bruno, qu'on a une très forte pratique des achats régionaux encore, en plus de ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment un réflexe classique d'appuyer sur le bouton MSF Supply plus avion, et que du coup, la marge de manœuvre dans le changement de nos pratiques existe. Il faut le rationaliser dans des plans d'appro pays beaucoup plus affinés en début d'année, modulables, etc. Je pense que dernièrement, on a Nafi qui a une question. Non, on voulait juste conclure par rapport à la question de l'utilisation du maritime, les actions que Alima avait mis en place. Mais je pense que Henri a abordé le dernier chapitre que je voulais annoncer, c'est-à-dire l'utilisation des plans d'appro, l'anticipation de nos commandes. Donc, l'exemple pour la Mauritanie, actuellement pour le Niger, mais on ne le fait pas seulement avec MSF Supply. On a essayé de le faire avec notre fournisseur Nutricet sur les plans de pays. Donc, on a eu l'exemple du Cameroun et récemment aussi pour le Tchad. Donc, on est là-dessus et on compte encore faire mieux dans les années à venir. Merci. 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 Je pense qu'il n'y a plus de questions et c'est encore parfait comme hier. On est jusqu'au bout à 13h30. Donc, merci tout le monde d'être venu. Comme j'avais dit au début, la présentation ainsi que l'enregistrement et la feuille de route à Lima va être partagée après. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre temps pendant votre pause de midi et on vous souhaite une bonne reste de votre journée. Merci beaucoup. Merci à tous et puis il y aura d'autres webinaires qui suivront comme ça, oui. thématiques ou sur d'autres sujets. Ouais. Merci à tous, bon week-end. Bon week-end, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.